Première question, première panéliste, Mona. J'ai trouvé très intéressant que vous ayez commencé par travailler l'identité culturelle des enseignants eux-mêmes. Comment vous avez fait ça et comment, selon toi, ça n'a pas été suffisamment puissant pour qu'à la fin, ça se retrouve comme en arrière-plan, cette dimension culturelle, comme tu disais? Bien, c'est sûr que comment on a fait, bien, c'est toute une réflexion. Par exemple, on a réfléchi sur, premièrement, toute la question de la société québécoise, toute la question du métissage culturel, de l'hybridité culturelle, parce que souvent, par exemple, on parle de Québécois de souche, mais ça veut rien dire, hein? On est un peu parfois autochtone, un peu irlandais, un peu écossais, un peu de ci, un peu de cela, de cela. Fait que donc, on est parti de ça. Et chacun a essayé d'identifier par rapport à ce qui, de leur identité culturelle, était visible et invisible. Alors, c'est comme ça qu'on est parti. Pourquoi ça n'a pas donné? Je pense que les enseignants avec qui on a travaillé, ça a donné des résultats, dans le sens qu'effectivement, ils sont arrivés à s'ouvrir davantage à leurs élèves, je dirais, à concevoir peut-être même l'enseignement des arts différemment. Parce que moi, je trouve ce qui ressort tantôt et ce qui nous relie peut-être les trois, c'est la question de faire le lien entre l'art et la vie, hein? Entre la vie quotidienne des élèves, la vie à l'école, la vie quotidienne des élèves. Et ça, ils ont expérimenté ça. Mais le problème que moi, j'ai constaté et que je voulais presque pas voir. Tu sais, des fois, là, quand on fait de la recherche, Héraclite a dit, quiconque fait de la recherche doit être prêt à trouver l'inattendu. Hein? Puis des fois, on n'est pas content. Mais quand même, force est de constater, j'ai pas le choix, je suis obligée de constater qu'il y a un manque d'intérêt par rapport à cette question-là. Il y a comme un manque, on reste, Sylvie, tantôt, elle parlait que ce qui se passe dans le monde, c'est un miroir, ce qui se passe dans la classe, mais c'est pas réellement ça qui se passe dans tu sais, tu parlais de sortir du cadre, hein? C'est sortir du cadre, et les enseignants avec nous sont sortis du cadre. Certains restent en dehors du cadre et continuent à explorer. D'autres, sans doute, sont restés dans leur cadre, mais il y a tous ceux autour qui ne sont tout simplement pas intéressés de même essayer de sortir du cadre. Par la dimension culturelle. Par la dimension interculturelle, oui, parce que nous, la recherche portait là-dessus, là, évidemment. Là, je ne vous parle pas de d'autres dimensions, je vous parle de celle-là. Pourtant, c'est une question qui est très présente. C'est un sujet d'actualité incroyable. Pensons uniquement, par exemple, à toute la question des réfugiés syriens. De plus en plus, les commissions scolaires sont sensibilisées à cette question-là, mais entre les vœux pieux des commissions scolaires ou du ministère de l'Éducation et la réalité sur le terrain, il y a un écart encore, malheureusement, qui est considérable. Ça veut dire que ça ne leur pose pas de problème, dans leur classe, c'est ça le problème. Le problème, c'est que la question de l'interculturel est très instrumentalisée et on fait, entre guillemets, de l'éducation interculturelle quand il y a un problème, quand ça devrait faire partie de notre pédagogie quotidienne. Ce n'est pas nécessairement un problème. Les élèves qui viennent d'ailleurs ou ici, l'immigration, ce n'est pas nécessairement un problème, mais à un moment donné, on enseigne à des classes qui sont hétérogènes, qui sont diversifiées. Alors, comment, on parlait d'enseignement différencié, je pense, tantôt. Alors, comment est-ce qu'on prend simplement en compte le fait qu'on enseigne à des gens qui ne sont pas nécessairement comme nous, qui sont différents, et comment cette différence peut être un enrichissement pour notre discipline. C'est surtout ça. Est-ce que vous avez une question, collègue du réseau IQ? Non, ça va? Moi, j'en ai une question justement par rapport à les enseignements différenciés. Est-ce que l'art pour le mieux-être s'aborde différemment entre les garçons et les filles? Bien, il y a des recherches. Moi, je ne me suis pas penchée là-dessus, mais il y a des recherches. Mais l'art, le mieux-être dans le milieu scolaire, on ne parle pas tellement d'art et de mieux-être. La chaire de recherche qui balise plus large, on ne parle pas tellement d'art et mieux-être dans le milieu scolaire, là.
hein, à ma connaissance, parce que le mieux-être, nous, c'est le thème générique qu'on a donné à notre chaire de recherche, mais dans le milieu scolaire, c'est pas ça. Je sais qu'il y a des chercheurs qui s'intéressent à l'enseignement des arts plastiques, entre autres à l'Université de Sherbrooke, par rapport aux différences entre garçons et filles, mais je ne pourrais pas répondre. Moi, c'est un sujet sur lequel je ne me suis pas penchée. Moi non plus, mais ce que je pourrais mentionner, c'est que je ne sais pas si on a vraiment... on sépare filles-garçons aujourd'hui comme une diversité. Parce que je ne sais pas si la fille... Toutes les filles ne sont pas toutes pareilles, dans le sens où, à cause de justement l'interculturalité, à cause d'un ensemble, une fille qui est peut-être dans un milieu rural est un peu différent. Donc, je ne sais pas si on parle, nous, en tout cas, moi, je considère qu'on va beaucoup plus faire de la recherche en inclusion scolaire sur la diversité. On parle d'avoir vraiment une façon d'aborder en différenciation pédagogique avec la diversité des élèves. Donc, des classes homogènes, ça n'existe plus. On n'a plus de classes homogènes au Québec. Donc, toutes les classes sont hétérogènes et on doit pouvoir prendre en compte la diversité des élèves. Je posais cette question à la lumière de votre présentation, Sylvie et Denis, où vous sembliez dire que les gestes ou les approches que vous aviez eues avaient été très percutants chez les garçons. Alors, c'est pour ça d'où est venue ma question spontanée, de dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait écho davantage chez les garçons que chez les filles? Ou peut-être que vous avez raison, peut-être que ça appartient à une autre époque, cette question-là. Mais dans mon travail, je ne travaillais pas avec la différence entre garçons et filles, mais c'est toujours parce que dans le théâtre, à partir de la socialisation, de le jouer ensemble, d'être ensemble sur scène, ça donne la possibilité d'intégration, ça donne la possibilité d'une convivialité avec les différences, mais c'est vraiment une convivialité entre les filles et les garçons qu'on ne voit pas beaucoup dans les autres cours parce que, par exemple, en art dramatique, il faut mélanger, il faut être ensemble. C'est aussi le moment de jouer un personnage qui ne sont pas les filles et les garçons. C'est de jouer quelque chose que ça peut être un objet, ça peut être une image, ça peut être... On commence à penser un autre cadre, on commence à sortir du cadre, c'est-à-dire que la possibilité d'imagination, je pense que c'est vraiment diversifié. Je pense que c'est plus traditionnel, cette idée-là de différenciation, parce que dans les arts, aujourd'hui, c'est l'espace où on mélange vraiment. On mélange, on entre dans les aspects transculturels, transformation, possibilités. Et en interculturel, je dirais, c'est la même chose. On ne met pas l'accent sur les différences, mais on essaie de créer des passerelles et des liens, un dialogue entre les... Il n'y a pas de différenciation, toi, t'es ci, toi, t'es ça, c'est pas ça du tout. Alors, mais c'est de favoriser. Je pense que c'est toi qui as parlé de créer des espaces de création. Comment l'art peut être un espace de rencontre, de dialogue. Comment l'art peut être un espace pour aborder différentes problématiques, que ce soit la question de la violence, en ce qui nous concerne, le vivre ensemble, par exemple, par l'art, j'en ai pas parlé, puis j'avais pas assez de temps, mais comment, par exemple, par certaines œuvres d'art, on peut discuter de questions reliées à la violence, à la discrimination, aux stéréotypes, à la migration, aux frontières. Alors, c'est par l'art qu'on le fait. Est-ce qu'il y a des questions ici, en réseau? Oui, madame. Moi, j'ai une question pour... c'était vraiment très intéressant, les trois présentations. J'ai une question pour Né Wandel, c'est ça? Vous avez parlé de plusieurs... de Paulo Freire, de Cristobal Boal, je connais. Est-ce que vous basez votre pratique aussi sur les travaux de Marshall Rosenberg, qui, lui, c'est pas sur l'art, mais c'est surtout de la communication non violente. Il a vraiment fait un travail remarquable sur vraiment être attentif aux mots qu'on utilise, qui peuvent être justement de la violence psychologique. Donc c'est déconstruire, vous parliez de déconstruire le geste, mais c'est aussi un travail de déconstruire notre parole et nos habitudes verbales, finalement. Ouais.
je vais me permettre de reformuler Oui, pour les gens en réseau. Alors, la question était, est-ce que vous avez travaillé à partir des travaux aussi de Marshall Rosenberg sur la déconstruction de la parole? Oui, c'est un travail lié à la communication de la non-violence, par la non-violence. Oui, c'est bien sûr, on travaille avec la théorie de la non-violence, parce que c'est plus actuel, cette théorie-là, que ça vient, oui, c'est une intégration entre l'art et communication. Je pense que c'est lié aussi à la psychologie sociale, la psychologie communautaire. Parce que dans ma recherche, c'est toujours lié à la sociologie, la psychologie, l'art et la communication. Et voilà, c'est la communication par les gestes, par les mots, par le vivre à partir de la non-violence. Oui, bien sûr, je l'utilise beaucoup parce qu'il faut parler de la non-violence. En même temps, il faut parler des actes pacifiques liés à la paix, mais à la paix en tant qu'action, parce qu'on pense toujours à la paix en tant que moment, en tant qu'émotion parfois, mais pour moi, la paix, c'est une action. Parce que le théâtre, on travaille beaucoup avec le conflit, par exemple. Mais dans la construction de la paix, il faut passer par le conflit. Il faut vraiment avoir des confrontations, il faut avoir un moment de discussion, des réflexions, parce qu'il faut passer par le conflit. Parfois, le début d'un jeu théâtral qui travaille avec la violence, ça semble un peu la guerre, ça semble un peu vraiment un type de conflit plus fort, mais ça vient à la paix, parce que c'est l'action. C'est parce que je suis conscient, oui, je peux changer à partir d'un mot, d'un geste de non-violence. Oui, c'est bien sûr, merci. Madame, avec le chandail noir. Oui. Toujours pour le même intervenant, vous aviez un axe de recherche, un objectif de recherche, je crois que c'est le deuxième, qui portait davantage sur les enseignants. Je ne me souviens pas de la formulation exacte, mais vous vous intéressiez au théâtre comme outil significatif pour les enseignants avec un volet d'application dans toutes les disciplines. Est-ce que vous pourriez en dire davantage? Oui, c'est ça. Dans ma recherche actuelle, je viens de finaliser le livre, le cahier pédagogique. À partir de ce livre-là, on va faire l'application, on va faire l'expérimentation, expérimenter les activités dans les écoles primaires et secondaires. Ce sont 5 écoles participantes. Oui, et dans les cours qui sont dans les disciplines qui ne sont pas l'art dramatique. Parce que le but, c'est vraiment d'intégrer l'art dramatique en tant que moyen pédagogique, un outil pédagogique pour les autres disciplines. C'est-à-dire que pendant 30 minutes, on peut faire un jeu pour travailler une thématique, mais ça va travailler la thématique interdisciplinaire et aussi la thématique liée à la violence. Le jeu va toucher toujours l'imagination, l'expression corporelle, l'expression verbale, mais je vais expérimenter ces outils-là dans les autres disciplines pour voir comment ça se marche, comment vraiment les enseignants peuvent développer un cours plus créatif, plus intégrateur, plus où on a la collaboration, la socialisation à partir de l'art, dans ces cas-là, de l'art dramatique, dans les autres disciplines. C'est ça, mon but, je vais faire ça pendant 1 an, et après 1 an, je vais finaliser le livre. Avec la finalisation du livre, oui, on va faire la diffusion, parce que ce sont 45 activités développées, liées au contexte d'ici, du Québec, principalement du Québec. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, je vais vous présenter ma collègue Julie, qui est professeure de rémunération et qui fait des chansons à répondre pour que les étudiants intègrent les principes de la rémunération. J'en étais jamais revenue de dire, mais c'est pas vrai que tu les fais chanter. Elle m'a dit, ils s'en souviennent des règles de la rémunération. Alors, je pense qu'on a tous intérêt à apprendre à être créatifs pour bonifier nos enseignements. Alors, écoutez, je vous remercie beaucoup. J'ai l'impression que je n'étais pas une animatrice à la hauteur parce que c'est un univers que je ne maîtrise pas du tout, mais j'espère que la chaire va prendre un envol et se déployer dans toutes les sphères de l'enseignement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.